Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Josiane Mouzdanez. Au sommaire de cette édition, la vie des Burundais placés sous protection en Tanzanie vient d'être mise en danger. En effet, les responsables du camp de Nyarugusu qui les abritait les ont informés qu'ils avaient 48 heures pour regagner leur pays natal. Passation ce mardi sur tout le territoire national du concours donnant accès aux élèves de passer du cycle fondamental au poste fondamental, concours qui s'est déroulé dans une bonne ambiance, car bien préparé des deux côtés, et fait inhabituel, les filles étaient largement en grand nombre par rapport aux garçons. En page santé, nous vous parlerons de la peur qui anime le personnel médical qui craint pour sa vie, car non préparé à faire face à l'Ebola. Voilà pour les grandes articulations. Bien le bonsoir chez vous, mesdames et messieurs. Tout de suite, le développement de ces titres. Bonsoir, je vous le disais en titre, les réfugiés burundais transférés vers le camp de Nyarugusu après la fermeture du camp de Douta et qui avaient obtenu l'assurance de ne pas être rapatriés au Burundi ont été informés ce lundi qu'ils doivent avoir regagné leur pays au plus tard ce mercredi. Cette décision suscite une vive inquiétude parmi ces réfugiés qui estiment qu'un retour au Burundi reviendrait à mettre leur vie en danger. Illuge divin, Rémiche. 202 familles de réfugiés burundais installées dans le camp de Nyarugusu après la fermeture du camp d'Onduta disent avoir reçu l'ordre de quitter la Tanzanie et de rejoindre le Burundi avant ce mercredi, le 3 juin 2026. Cette décision surprend les concernés qui affirment avoir été maintenus en attendant l'examen d'autres solutions de protection. Témoignage de l'un de ces réfugiés. Après la fermeture du camp d'Onduta, nous, les familles sélectionnées pour rester, avons été transférées vers le camp de Nyarugusu. Le HCR et les autorités tanzaniennes nous avaient assuré que nous serions aidés à obtenir un autre pays d'accueil où nous pourrions être réinstallés. Ce qui nous a fortement étonnés, c'est que nous avons vu ce lundi des listes sur lesquelles figuraient nos noms et l'on nous a annoncé que nous devions tous rentrer au Burundi au plus tard le 3 juin 2026. Les familles visées révèlent également traverser une période marquée par des difficultés dans l'accès à l'assistance humanitaire et s'interrogent par ailleurs sur le rôle joué par le Haut Commissariat des Nations Unies dans cette mesure annoncée. Nous avons besoin de savoir si le HCR est impliqué dans cette décision, car nous ne voyons pas le cachet du HCR au bas de ces listes. Par ailleurs, depuis quelques jours, il nous est difficile d'obtenir facilement l'aide humanitaire. Il arrive que l'assistance distribuée ne corresponde ni au nombre de membres d'une famille, ni à l'identité des personnes qui la composent. Ainsi, ces réfugiés burundais demandent l'intervention des organisations humanitaires et d'autres acteurs compétents afin d'éviter un retour qu'ils jugent contraire à leur sécurité. Éloge divin Rémiche, face à cette situation, la CDH Vicar alerte. Elle appelle le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, ACR en sigle, et l'Organisation des Nations Unies à veiller au respect des droits et à la protection du statut des réfugiés burundi. Suivez Jean Bosco Vizigiro, porte-parole de la CDH Vicar. Les réfugiés burundais qui avaient été transférés d'Onduta vers Nyarugusu parce qu'ils avaient déclaré qu'ils ne pouvaient pas rentrer se voient aujourd'hui obligés de se préparer au rapatriement vers le pays, le Burundi. Au CDH Vicar, nous avons beaucoup de questions qui n'ont pas de réponse. Est-ce que la sécurité qui faisait défaut dans deux pays est maintenant revenue? Est-ce que les raisons qui les ont empêchés de rentrer ont-elles disparu? Ces questions n'ont pas de réponse, nous le savons. Mais nous voudrions demander au HCR et aux Nations Unies de protéger la dignité humaine, que ce soit à rapatrier les gens ou
en écoutant les problèmes de ceux qui ne peuvent pas rentrer pour des raisons sécuritaires. Nous demandons à la Tanzanie de respecter le principe de non-refoulement et à la communauté internationale de suivre de très près les violations commises contre les réfugiés burundais uniquement en Tanzanie, au Congo, en Suisse et ailleurs. Parce que dans ces derniers jours, nous commençons à constater que les réfugiés burundais, presque partout où ils se trouvent, n'ont plus de place. Nous nous posons la question de savoir pourquoi réfugiés burundais seuls. La réponse n'est pas loin, mais nous continuons à la chercher. Mais ensemble, les réfugiés burundais continuent de perdre la place partout dans le monde. Retour au Burundi où la RPA a pu répertorier 13 personnes tuées au cours du mois de mai dernier dans les 5 provinces du pays. Parmi les victimes, 5 sont des femmes. Emmanuel Daishimiye revient sur ces assassinats. La province de Gitega vient en tête avec 5 personnes tuées, suivie de la province de Bujumbura avec 4 victimes. La province de Burunga a enregistré 2 morts, tandis que les provinces de Buhumuza et de Butanyerera ont chacune enregistré une personne tuée. Parmi ces victimes, 6 corps ont été découverts dans les communes de Gitega, Gishubi, Nyanza et Nahangwa. C'est notamment le cas de Jean Dodi Hakizimana, âgé de 28 ans, dont le corps a été retrouvé au cachot du commissariat de police à Gitega après avoir battu par des Imbonerakure pendant 2 jours, selon les informations recueillies. Au cours de cette période du mois de mai, 5 personnes ont été poignardées dans les communes de Nyanza, Nahangwa, Bubanza et Kilemba. Parmi elles, figure Didier Munzimana, poignardé à l'aide d'un couteau après avoir été accusé de ne pas avoir payé une somme de 1000 francs burundais pour un repas qu'il venait de consommer dans un restaurant situé en zone Kinama, commune Nahangwa, selon notre source. 2 autres personnes ont été fusillées dans les communes de Chibitoke et Gitega. Parmi elles figure Eric Nyongabo, fusillé par des policiers dans la commune de Chibitoke. Parmi ces victimes recensées au cours du mois de mai figurent 5 femmes tuées dans les communes de Gitega, Gishubi, Nahangwa, Bubanza et Nyanza. Parmi elles figure Nziko Banyanga, tué après avoir été accusé de sorcellerie. Les conflits familiaux, les accusations de sorcellerie et les actes de vol figurent parmi les principales causes de ces meurtres. Quant aux autres présumés de ces crimes, certains sont identifiés comme étant des policiers ou des Imbonerakure. La société sucrière de Mosso Sosmo en sigle compte se lancer dans l'élevage en plus de sa mission de production du sucre pour le peuple burundais. Depuis quelques mois déjà, un certain nombre de vaches se trouvent dans les enceintes de cette société et certains travailleurs de la Sosumo trouvent que ce projet risque de détourner cette entreprise de sa mission première. Eric Nyonzima pour plus de détails. Au mois de mars, 40 vaches ont été débarquées dans les enceintes de la Sosumo. Selon nos sources dans cette société, ces vaches seraient transportées à partir de l'Ouganda. De leur installation, la Sosumo a engagé un médecin vétérinaire qui a aussitôt signé un contrat de travail selon toujours nos sources. À part son médecin vétérinaire, des travailleurs journaliers ont été mis en place pour s'occuper des plairiers et de l'alimentation de ces bovins. Le fourrage de ces plairiers, selon nos sources à la Sosumo, nécessite un entretien rigoureux et exigeant, plus qu'il n'en est pour la canne à sucre. Ainsi, ces travailleurs journaliers sont sous la supervision des agronomes normalement qui s'occupaient des cannes à sucre. Ce projet d'élevage de bovins avait été initié dans le cadre d'appui dans le domaine de fertilisants en engrais organiques, mais aussi pour la collecte d'huile généralement réservée aux soudeurs et aux électriciens. Il était alors prévu que chaque vache produit 20 litres d'huile par jour. Cependant, les informations à la disposition de la RPA indiquent qu'il n'y a que 5 vaches seulement contrées. Selon les mêmes informations, aucune de ces vaches ne produit pas plus d'1,5 litre pour chaque traite. Le reste de ces vaches aurait connu une mise bas prématurée suite au mauvais traitement. Elles ne sont pas suffisamment alimentées et sont assez maigres. Par rapport aux fumiers, certains des employés de la Sosumo disent qu'en aucun cas il n'y aurait pas de fumier issu de la bourse de ces vaches susceptible de remplacer l'engrais chimique utilisé dans les plantations de canne à sucre.
En somme, d'après le personnel de la SOSUMO, le dit projet aurait plutôt d'autres réalités sous-jacentes et non encore révélées. À ce sujet, la rédaction de la RPA a contacté Marie-Rose Bahimbare, directrice générale de la SOSUMO, mais elle n'a pas répondu ni à l'appel ni au message. Eric Niyonzima, parlons à présent éducation. Ce mardi, dans tout le Burundi s'est déroulé le concours national pour les élèves qui terminent la 9e année de l'enseignement fondamental. Environ 86 000 élèves ont passé cet examen avec une majorité de filles. Le ministre de l'Éducation, François Habyarimana, se réjouit de constater que le nombre de filles scolarisées augmente dans le pays, alors qu'on évoquait souvent que les filles étaient défavorisées dans l'accès à l'école. Suivez. Au niveau national, on avait 85 905 candidats qui étaient attendus, parmi lesquels on a 52 887 candidates. Cela montre que dans notre pays, l'éducation des jeunes filles se trouve à une étape très avancée, parce que dans le temps, on disait que les filles ne fréquentaient pas l'école comme il faut, mais vous voyez maintenant que ce sont les filles qui sont les plus nombreuses. Vous comprenez que entre l'effectif des filles et l'effectif des garçons, il y a presque une différence de 20 000. Nous les encourageons à continuer ainsi au niveau de l'enseignement post-fondamental, mais aussi jusqu'au niveau de l'université. Parmi ces candidats, on enregistre 28 élèves qui ont un handicap, soit ce sont des élèves qui sont des sourds-muets, soit ce sont des malvoyants, et on a tout prévu pour que ces élèves puissent passer le concours national comme les autres. Et ils nous ont assuré que le concours se passe très bien et qu'ils vont certainement réussir. La Fédération nationale des syndicats du secteur de l'enseignement et de l'éducation Burundi FENASEB en sigle se dit satisfaite de comment les préparatifs de ce concours se sont déroulés. La FENASEB demande à ce que cette dynamique soit maintenue dans l'avenir et que l'enseignant qui est à la base de tout soit considéré selon sa juste valeur. Suivez Antoine Manouma, président de la FENASEB. Nous apprécions positivement que les préparatifs se sont bien déroulés en général, car le temps a été suffisant pour l'achèvement des programmes et la résolution des épreuves types. Nous souhaitons qu'une telle planification soit maintenue. Au moment où la passation du concours national était programmée au mois de mai, la préparation était insuffisante. Toutefois, dans plusieurs écoles, les enfants, au cours de leur processus d'apprentissage, se sont heurtés à plusieurs obstacles, dont la carence d'enseignants, l'insuffisance des supports pédagogiques, les effectifs pléthoriques qui ont précarisé les conditions d'apprentissage. De même, les enseignants se sont heurtés à multiples difficultés comme l'incapacité de dispenser certaines matières dont ils possèdent moins de connaissances et de compétences, le manque de support pédagogique nécessaire, une très faible rémunération. Le problème de transport urbain a touché et les enseignants et les apprenants, mais ils ont gardé le courage et l'engagement. Il est nécessaire de marquer en passant que le taux d'achèvement de l'enseignement fondamental est très faible si on considère le taux brut d'admission en première année fondamentale. De ce qui précède, nous voudrions exprimer notre gratitude envers ces jeunes qui sont restés courageux jusqu'à ce grand rendez-vous. Nous leur demandons plus d'efforts, d'user de leur prudence et de patience au cours de la passation de différentes épreuves pour décrocher les meilleurs résultats. Même si il s'agit de la compétition européenne. L'organisation Sojepaï qui lutte pour le bien-être des enfants dit être très préoccupée par le comportement de certains parents taxés d'irresponsables, ce qui représente des conséquences néfastes sur leurs enfants. Dans une déclaration sortie ce lundi 1er juin 2026 à l'occasion de la Journée internationale des parents, le vice-président de la dite organisation illustre cela par les cas des enfants en situation de rue qui ne cessent d'augmenter, des grossesses non désirées et des enfants exploités économiquement. Il interpelle le gouvernement à prendre des précautions visant à protéger les enfants. Suivez plutôt David Ninganza, vice-président de la Sojepaï. C'est la journée célébrée au moment où il y a des enfants qui sont en situation de rue à cause de la négligence des parents. Il y a des enfants victimes de grossesse non désirée parce qu'il y a des parents qui ne jouent pas pleinement les rôles, surtout au niveau de dialogue entre parents et enfants. Il y a aussi des enfants victimes de la
traitent de l'extérieur du pays, des enfants exploités économiquement, méchamment, qui travaillent à bas âge, alors qu'ils devaient bénéficier de la sécurité de la part de leurs parents. Des parents aussi qui n'acceptent pas d'assurer la scolarité de leurs enfants, d'assurer les soins de santé. Alors, quand je parle de la parentalité, je ne peux pas oublier, en cas de défaillance des parents, il y a le conseil de famille qui doit assurer la garde, la sécurité de l'enfant en général. Alors, c'est la raison pour laquelle la responsabilité nous incombe tous. Il y a premièrement les parents, il y a aussi la famille élargie, restreinte, et il y a aussi la communauté. Donc, pour dire que la journée fait un clin d'œil dans le sens de se rappeler de notre responsabilité. J'en profite alors pour demander tout d'abord aux parents de se ressaisir. Nous devons jouer pleinement notre rôle, assurer la sécurité, l'éducation, la santé, le bien-être en général de l'enfant. Le gouvernement aussi de prendre des précautions, surtout infliger des sanctions sévères envers les parents qui osent délaisser les enfants. Quant à la fédération FENADEB, elle aussi engagée dans le domaine de l'enfance, et trouve que le rôle des parents devrait être remarquable dans la lutte contre les mauvais usages du numérique observés actuellement chez les enfants. Ferdinand Simbaruhije, porte-parole de la FENADEB, indique que ces pratiques constituent un danger sur l'évolution et l'avenir des enfants. Suivez le porte-parole de la FENADEB, Ferdinand Simbaruhije. La FENADEB voudrait exprimer sa profonde préoccupation face au mauvais usage croissant du numérique par certains enfants qui s'adonnent à des pratiques en ligne contraires aux valeurs culturelles, éducatives et morales de notre société. La FENADEB constate une augmentation des publications inappropriées et des contenus qui banalisent la nudité, la violence verbale, voire la glorification de comportements déviants suite à la montée en flèche de l'accès non contrôlé aux réseaux sociaux par les enfants. La FENADEB trouve que de nombreux mauvais comportements adoptés par les enfants sur les réseaux sociaux trouvent leurs origines dans un manque d'encadrement parental et que certains parents sous-estiment les rôles dans l'éducation numérique de leurs enfants et que ce manque de vigilance favorise l'usage abusif du numérique par les enfants, renforçant ainsi la dégradation des valeurs culturelles et sociales de notre pays. Certains parents considèrent à tort que l'utilisation des plateformes en ligne est inoffensive sans en mesurer les effets néfastes sur le développement social de l'enfant. La FENADEB constate en outre que de nombreux enfants limitent aujourd'hui les pères dans l'usage du numérique, souvent sans mesurer que cette exposition précoce et excessive peut entraîner diverses conséquences sur le développement cognitif, émotionnel, social et même physique. Ces pratiques portent atteinte à l'intégrité morale des enfants, exposant ainsi les familles à la honte sociale et à l'affaiblissement des fondements culturels de notre société. Et la FENADEB recommande aux parents de renforcer la vigilance et l'éducation numérique, d'apprendre aux enfants à reconnaître les dangers liés au numérique. Dans la présent santé où la peur est grande chez certains agents du secteur de la santé qui estiment ne pas être suffisamment préparés à faire face à l'Ebola. En plus de cela, ils disent ne pas être outillés en cas de contact avec les personnes atteintes de cette épidémie. Tous ces infirmiers demandent au ministère de la Santé publique de leur fournir des formations spécifiques sur cette maladie, notamment sur les mesures de prévention et de protection à adopter afin de préserver leur vie lors de la prise en charge des patients. Suivez l'un d'eux qui s'est confié à la RPA. Quand nous suivons les informations, lisons les journaux et observons la manière dont Ebola frappe actuellement des populations en République démocratique du Congo, nous, professionnels de la santé, prions pour que cette maladie n'atteigne pas le Burundi. Ebola est une maladie extrêmement grave qui exige des mesures de prévention rigoureuses et une protection renforcée. Vous vous souvenez sans doute de la précédente épidémie en RDC. Les soignants devaient porter des équipements de protection couvrant entièrement le corps, des pieds à la tête, avec des combinaisons spéciales, des masques et des visières, à l'image des équipements utilisés dans des environnements à très haut risque. Si cette maladie venait à atteindre le Burundi, j'ai de sérieuses inquiétudes quant à notre capacité de protection. Nous risquerons de connaître la même situation que celle que vivent actuellement certains agents de santé en RDC. C'est pourquoi nous demandons au gouvernement de renforcer les formations et les séances de sensibilisation dans toutes les régions du pays à l'intention de l'ensemble du personnel de santé. Face à une épidémie de cette ampleur, l'information est indispensable. Nous devons être préparés à nous protéger, à prévenir la propagation de la maladie et à prendre correctement en charge les patients tout en préservant notre propre sécurité.
Aujourd'hui, j'ai le sentiment que nous ne sommes pas suffisamment préparés. À part quelques communications du ministère de la Santé, les informant de la présence d'Ebola en RDC et en Ouganda, nous n'avons pas encore bénéficié de formations spécifiques sur la gestion de cette maladie. Nous restons donc vigilants et attentifs, mais nous estimons qu'il est nécessaire d'agir dès maintenant avant que la maladie ne franchisse nos frontières. Et voilà, amis fidèles de la RPA, c'est par ici que prend fin le journal en français de ce mardi 2 juin 2026. Merci pour votre aimable écoute. Merci également aux équipes rédactionnelles et techniques pour leur franche et parfaite collaboration. À la présentation de ce journal, vous étiez avec Josiane Mouzaneza. Passez de bons moments chez vous. Au revoir.